Donc votre ovation, elle n'avait pas beaucoup d'énergie. Est-ce qu'on peut avoir encore plus d'énergie dans vos ovations? Woo! Yes! Excellent. Merci beaucoup à tous, merci beaucoup à toutes, merci beaucoup à ces hautes personnalités qui nous font l'honneur de nous faire cette cérémonie officielle d'ouverture. Et sans plus tarder, je vais leur laisser la parole pour qu'elles puissent nous donner leurs adresses et leurs différentes allocutions. Nous allons commencer par Mamadou Ly, puisque c'est lui notre hôte en cette terre sénégalaise. Et donc Mamadou, si tu veux bien nous lancer dans cette partie du programme. Merci beaucoup. Toujours, it's the good time to clap. Obi, elle dit ça très bien. C'est le moment d'applaudir. Monsieur le ministre de l'Éducation nationale du Sénégal, Dr David Moanina Senghé, Premier ministre et directeur de l'innovation de la Sierra Leone, Dr Charles Chen Yidan, fondateur du prix Yidan, Monsieur Albert Nsengi Yumva, secrétaire exécutif de l'ADEA, distingués représentants des institutions partenaires et des fondations, Mesdames et Messieurs les directeurs, chers invités, chers amis de la presse, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, titres et qualités, tout protocole observé. C'est avec une joie immense et une grande fierté que je vous accueille au Sénégal. Que je vous accueille ici ce matin pour l'ouverture de la cérémonie officielle d'ouverture de la conférence du prix Yidan 2026. Je suis particulièrement heureux que cette conférence se tienne ici à Dakar. Le Sénégal est honoré d'être le pays qui vous accueille et qui, pendant ces 3 jours, et je tiens aussi à vous dire à chacun et à chacune de vous, venus de tout le continent et d'ailleurs, soyez les bienvenus chez vous. Au nom de ARED et à mon nom propre, je voudrais remercier la Fondation du prix Yidan, l'ADEA, le ministère de l'Éducation nationale pour la confiance et le travail accompli ensemble pour réunir pendant 3 jours des voix qui portent et qui comptent pour le continent africain, mais qui comptent aussi pour l'avenir de l'éducation dans notre continent. Nous nous retrouvons autour d'un thème qui nous concerne tous: libérer le potentiel de l'Afrique à travers l'éducation. C'est un sujet qui touche chacun et chacune de nous, qui touche nos communautés, qui touche nos familles et qui touche l'avenir de notre jeunesse. Sans plus tarder, Mesdames et Messieurs, je voudrais maintenant céder la parole à notre ami, le fondateur du prix Yidan, sans qui tout cela n'aurait pas eu lieu, n'aurait pas pu être réalisé. C'est Monsieur Charles Chen Yidan. Merci d'être venu au Sénégal et bienvenue, prenez la parole.
Good morning, everyone. These days, I learned 2 words. Nangadev. Nakasubasi. Dear Minister Mustafa Memuba Jirasi, Chief Minister Dr. David Moinina Senge, representatives of ministries, partners, and distinguished guests, I am honored and delighted to be speaking with you all here in beautiful Dakar, and together with all of you to celebrate the work of our 2025 EDAM Prize for Education Development Laureate, Mamadou Amadou Lee. Mamadou is joined today by the people who made this work and vision possible. The outstanding team and ARED, and partners who have championed ARED's work for many years. Your presence here is a powerful reminder that transforming education is not something anyone does alone, but something we all do as a collective. It's a privilege and a pleasure to be part of this community. My sincere thanks go to the Ministry of National Education of Senegal and our co-conveners at ARED and ADARE. Your hospitality and your leadership in education have made this conference possible. The starting point of this conference is language. The language of learning and the language of belonging. I grew up speaking Teochew dialect with my father and grandmother, Hakka dialect with my mother, Fujiu dialect in the city where I was born, and Cantonese and kindergarten. 4 completely different dialects, all within a single province in China. Mandarin was always the official language of instruction from kindergarten through primary school. Then from 4th grade, I began learning English, starting from A, B, C, D. I am still learning today, and honestly, my English is still not very good. That taught me firsthand how languages shape a child's identity, confidence, and sense of self. They give me a multicultural foundation, and even my broken English is part of who I am. Indeed, language is the first bridge to knowledge. With the right foundation, it's the scaffolding for all future learning and opportunities. This is what makes ARED's work so powerful, and why multilingual learning research deeper than reading and writing. Teaching first in a formula language, then bridging to new languages gives children a structure for learning that also connects school to family and community. Children develop the tools for academic progress while also finding their voice and drive to learn. This powerful idea is changing lives across Senegal and beyond. ARED's work is part of a broader story unfolding across Africa. Across the continent, innovations are emerging. Change makers and communities are coming together
to support national and continental priorities. And transformation is happening. Hosting our first ever EDAM Prize conference in Africa is both a significant milestone and a deliberate choice. Africa's leadership and innovation are vital to the global education conversation. Gatherings like these open doors for our worlds to come together so we can learn from one another. It's at these intersections of experience and expertise that transformative ideas take shape, grow, and flourish across continents. In this same spirit, we are delighted that Mamadou and his fellow 2025 EDAM Prize for Research laureate, Professor Uri Vilesky from Northwestern University, are becoming part of our community, whose work, though rooted in different contexts, speaks to a common truth that when knowledge travels across borders, it grows stronger. We are all here today driven by a shared conviction that quality, equitable education underpins every part of development. It is the engine of opportunity, well-being, and resilience. It is at heart how we create a better world. And we are equally clear on one thing. Education must be seen as an ecosystem. A strong foundation in the early years builds pathways to further learning and opens the door for lifelong opportunities. Research that puts local needs and priorities first will powerfully inform practice that is rooted in a local context. Programs designed with communities have the potential to grow into system reforms that reach millions of learners across this room. Your advocacy and contribution take many forms, but it's so encouraging to see you all united along this shared purpose. We are also grateful for the support and presence of our partners who touched so many dimensions of education, including the Gates Foundation, Imaginable Futures, Mastercard Foundation, GPE, IEFG, Echidna Giving, and IIEP UNESCO, who are leading our working groups and hosting activities around the conference. This shared learning spirit has also brought many members of the EDAM Prize community here to Dakar. I'm delighted to see our laureates, Angeline Mulimiawa, Lucy Lake, Marwa Yar, Rukmini Banerjee, Eli Hanasheh, Wolfgang Lutz with their teams, our board members, our judges, and advisors here. Now I invited our EDAM Prize community here stands up. Being the network of the networks for worldwide education, salute
and thank this land. Thank Africa. Salute Africa. And thank Senegal. Please join me in taking part in this precious opportunity for connection, collaboration, and mutual learning. I hope, like me, you find these events keep renewing your commitment and passion for creating a better world through education. Thank you. Je pensais que Mamadou allait faire le reste de la modération. Il s'est levé. Thank you so much, Dr. Charles. Thank you so much for your encouraging words, but also your passionate work. And thank you to the Reed Prize for bringing us all together here. I would like now to invite Albert, Dr. Albert Nsengiyumva. I've been practicing his name for 2 days. I hope I'm doing a good job. Nsengiyumva from ADEA to give his remarks. Thank you. Thank you so much. I was telling Dr. Obi, colleagues have prepared a speech for me for 5 pages. Dr. Obi has already taken 3 of them, so I decided to come and say, let me openly share a few words. I'm going to speak in French, so if you can take your... we are in Senegal. This is the French city of Africa. So let me... Excellence, Monsieur le Ministre, et l'hôte de cet événement, Monsieur Dr. Senghé, Premier ministre de la Sierra Leone, Dr. Charles, qui nous réunit ici, merci beaucoup Eden Price, et bien sûr notre lauréat Mamadou, ainsi que tous les représentants qui sont ici présents, je vois les philanthropes, la Fondation Gates qui est ici présent, la Fondation Mastercard et plusieurs autres philanthropes qui sont présents. Chers amis du Sénégal et d'autres pays qui sont présents ici, je vois la Côte d'Ivoire, la Mauritanie, le Ghana et d'autres. Donc je voulais d'abord vous saluer et vous remercier vivement d'être présents pour cette conférence. Et je me suis un peu rappelé qu'il y a 26 ans, c'était en 2000, quand le Sénégal a hébergé une grande conférence sur l'éducation pour tous. Donc ça fait déjà 26 ans que cela s'est passé. Donc c'est un plaisir de se retrouver encore une fois parce que nous vivons 2 mondes totalement différents. Je me rappelle à cette époque, il n'y avait pas de recherche. La recherche était très très pauvre en Afrique. Il n'y avait pas cet engouement de travailler en tant que continent, parce que c'est de cela il s'agit, c'est d'être ici parce que nous sommes africains. Nous avons bien sûr des amis qui viennent d'ailleurs, mais nous sommes d'abord ici en tant qu'Africains et nous voulons changer un peu la cour des choses. C'est ça, en fait, le but essentiel. Et la séance qui a précédé cette ouverture a touché un peu de ça. Pourquoi nous sommes ici? Pourquoi investir dans l'éducation? Pourquoi avons l'intention d'utiliser les langues nationales? Parce que l'Afrique a plus de 2000 langues en Afrique. Certaines personnes prennent cela comme une contrainte et nous pensons que c'est plutôt un héritage. Et c'est un héritage que nous pouvons développer et nous pouvons investir parce que ça a un impact important sur l'éducation et surtout l'éducation, l'apprentissage fondamental. Donc voilà un peu pour se situer de l'importance de cette rencontre d'aujourd'hui. Bien sûr, tout en remerciant la Fondation Yidan et les lauréats que je vois ici. Je suis impressionné par le nombre de lauréats qui sont présents ici. Et c'est un capital que nous devons absolument utiliser pour améliorer l'éducation. Permettez-moi de revenir surtout sur l'importance de cette conférence et ce que nous voulons discuter. Parce que je crois que c'est vraiment important. Il y a 4 sous-thèmes qui vont être discutés pendant cette conférence. Et ils sont interconnectés. Nous allons avoir des sessions sur l'enseignement fondamental. Et nous en avons discuté même lors de la triennale de l'ADEA qui a eu lieu à Accra. Nous allons encore en discuter au Flex à Lilongwe. Pourquoi nous insistons sur ça? Parce que l'enseignement ou l'apprentissage fondamental, ce n'est pas une fin en soi.
c'est la base du reste de ce que nous faisons. C'est ce qui permet aujourd'hui ce que nous sommes ici. Bien sûr, nous avons fait des études supérieures, nous avons fait tout un genre d'études, mais c'est la fondation qui nous a permis d'être là où nous sommes. Et ce sera très injuste de ne pas donner cette chance à nos enfants. Je pense que c'est ce que la séance précédente nous a dit. Et nous le faisons parce que les données que nous disposons ne sont pas bonnes. Donc, c'est que les données nous parlent des difficultés que nous avons dans l'apprentissage. Nous avons aujourd'hui des systèmes d'évaluation qui nous parlent, qui nous disent qu'il y a des possibilités d'améliorer, de connecter entre ce que nous disons au niveau politique, ce que le docteur Obi parlait de la partie offre, le supply side. Nous insistons beaucoup sur le supply et moins sur la demande. La demande consiste à améliorer l'apprentissage et avoir des résultats probants. Voilà pourquoi nous pensons investir dans l'apprentissage fondamental est crucial. Donc ça, c'est un des thèmes ou des sous-thèmes qui va être discuté et dont je vous invite à partager parce que nous avons maintenant des preuves de ce qui marche. C'est important qu'on en discute. Deuxième point, c'est la question de la recherche. Je disais qu'il y a 26 ans, on n'avait pas encore la capacité de développer la recherche, mais à la recherche dans l'éducation. Ce n'est pas n'importe quelle recherche. C'est la recherche qui nous permet de voir comment impacter, les possibilités d'impacter et d'avoir des résultats dans l'éducation. C'est ce que nous voulons discuter aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, on a des preuves. Il y a des recherches qui ont été faites. La question fondamentale, c'est comment exploiter les résultats de la recherche. Parce que si nous ne l'exploitons pas, nous sommes en train d'investir dans le vide. C'est très important d'apprendre. Nous sommes ici, chaque jour, c'est une opportunité qui nous est offerte pour apprendre. Et on apprend à travers la recherche, à travers les résultats pour améliorer la pratique de ce que nous faisons. Troisième sous-thème, qui est aussi important, ça va toucher surtout à l'enseignement secondaire et la transition vers le monde du travail. Je suis content de voir les partenaires, notamment la Fondation Mastercard qui est ici, qui investit aussi dans ce domaine-là. Et je pense que ce serait très important parce qu'une fois que les élèves sortent de l'apprentissage fondamental, ils vont quelque part. Ils vont évoluer et commencer à réfléchir, à être créatifs, à être innovants, parce que le monde extérieur, c'est ce qu'il nous dit aujourd'hui. Apprendre aujourd'hui, ce n'est pas accumuler les connaissances. C'est traduire ces connaissances en quelque chose de palpable, quelque chose qui va changer la vie des individus, la vie de la société et le monde en particulier. Donc ça, c'est aussi un sous-thème qui sera là. Et donc, je vous invite évidemment à vous impliquer encore une fois davantage. Nous allons traiter de la question du leadership scolaire et surtout du développement professionnel des enseignants. Oui, bien sûr, il y a la technologie aujourd'hui, il y a tout un tas de choses qui ont évolué, mais l'enseignant reste au centre de l'éducation et de l'apprentissage. L'enseignant d'il y a 20 ans est différent de l'enseignant d'aujourd'hui. Parce que le monde a changé. Parce que les facteurs qui permettent d'avoir une éducation de qualité se sont améliorés. Donc nous devons continuer à équiper l'enseignant pour qu'il ait les outils nécessaires, qu'il puisse arriver à évaluer les apprentis, et ainsi de suite. Et la question de leadership scolaire, évidemment, on parlait de leadership politique, mais cela commence au leadership scolaire, c'est à l'école que ça commence. C'est comme ça qu'on crée des leaders de demain, et nous pensons que c'est très important que l'école puisse être un lieu d'apprentissage, un lieu qui prépare nos jeunes à un avenir meilleur. Donc voilà les 4 sous-thèmes qui seront présents et je vous invite vraiment à partager parce que c'est un moment de partage, de rencontre et d'échange qui va nous être très utile. Je ne peux pas oublier des autres questions qui vont être soulevées dans les discussions qui sont des questions que je dirais transversales. Il y a la question de l'équité, de l'inclusion et du genre qui ne peut pas être négociée. Nous vivons un monde où l'égalité des genres est très importante. Nous vivons un monde où il y a beaucoup de jeunes qui ne sont pas à l'école et qui doivent être à l'école parce que c'est ça l'avenir et il faut en discuter bien sûr. Et enfin, il y a la question de l'utilisation des nouvelles technologies et en particulier de l'intelligence artificielle.
La question aujourd'hui, ce n'est pas de savoir si on doit l'utiliser ou on doit l'aimer, non. La question, c'est de savoir comment l'intégrer pour améliorer les résultats d'apprentissage. Donc, voilà plus ou moins ce que je voulais partager avec vous. Je ne peux terminer, bien sûr, sans encore une fois remercier le Sénégal qui nous a reçus à travers le ministère de l'Éducation, sans avoir remercié la fondation Yidan Price qui nous a réunis ici, qui a collaboré avec nous. Merci beaucoup, M. Charles, d'avoir fait confiance. Quand je les ai parlé hier, je disais, vous avez pris un grand risque. Et j'aimerais qu'on vous remercie du travail que vous faites. De remercier mon frère Mamadou, qui est le lauréat, et c'est grâce à lui, en quelque sorte, que nous sommes là. Merci beaucoup à Red, merci à Mamadou. Et ainsi, remercier tous ceux qui sont présents et qui sont prêts à partager leurs compétences, leurs connaissances pour les 2 jours à venir. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup Albert. Merci surtout d'avoir rappelé les thématiques qui vont être celles de nos groupes de travail de cet après-midi. Merci beaucoup de rappeler leur importance et le fait qu'on a dans cette salle toutes les connaissances pour pouvoir faire avancer ces discussions-là. Encore un grand merci. Je vais maintenant appeler Dr. David Senghé, Chief Minister of Sierra Leone, to please come on the stand and give us his address. Bien sûr, sous vos applaudissements, mais oui. Thank you very much. My dear brother, Honorable Minister Girassi, Dr. Charles, Chen Yidan, Albert, Mamadou, please allow me to stand on existing protocols and duly recognize all our excellencies and distinguished ladies and gentlemen in the room. I bring you warm greetings from the government and people of Sierra Leone. Let me begin by thanking the government of Senegal for hosting us here in Dakar. And I also should thank my dear friend Lucy, who did everything in her powers to get me here. Thank you to Dr. Yidan and the entire foundation for bringing the inaugural Yidan Prize Conference to Africa. The conversation that we're having at this summit is timely because the world is at an inflection point. We can plateau here and watch millions of our youth graduate from college with no jobs. We could take a nosedive back towards the ground as quality education gaps widen between the poor and the rich. Or we can come together to accelerate towards prosperity by unleashing our human potential. Now, I don't know about you, but as the pragmatic optimist that I am, I choose the latter. We must use this moment to ensure that we leverage technology and education to transform our lives, our countries, our continent, and the world. I believe that together we will deliver on that promise. Now, in recent times, that belief has gotten deeper and even firmer. 2 weeks ago, I was in Europe at the FII Priority Europe Summit in Rome, and I spoke there about how Europe and Africa can partner together to drive towards our shared goal. I warned that we must do so with respect, mutual accountability, and trust in each other. 2 days ago, I was in Cairo at the historic Al-Azhar University. I was part of the inaugural AI and Human Development closed session meetings, which are hosted by the UN Deputy Secretary General, Her Excellency Amina Mohamed. And many of you in this room know that she was my partner in crime during the Transforming Education Summit a few years ago, way back when I was a much younger Minister of Education. Now, as the older and grayer Chief Minister that I am here to speak to all of you about artificial intelligence
human dignity, and the future of our humanity. Now, from Rome to Cairo and now Dakar, 3 different cities, each with a unique set of audience members, the conversation is the same. We're fundamentally asking, what do we need to do to ensure we deliver on our promises to our children and the planet? The world is chaotic. New wars between nations continue. Natural disasters are growing. And in this room, I want to focus on one question that keeps coming up. In this new era of development, will technology, and specifically artificial intelligence, help every child learn and reach his or her full human potential? Or will it leave the most excluded children even further behind? This is why today I want us to speak plainly about what I call radical inclusion in an era of artificial intelligence. When I was appointed as Sierra Leone's first Chief Innovation Officer in 2018, people asked us, why are you talking about technology when children need books? Why are you talking about AI when teachers need training? They were right. So President Bio ensured that we supplied books to over 3 million children. We recruited teachers and we trained over 20,000 of them. But they were also wrong. And so we introduced tools like the results checker. So parents didn't have to pay lots of money and take a long time to know their children's examination results. For some families, that was convenient. But for a girl in a remote village, waiting weeks to know her result was the difference between continuing school or being pushed into early marriage. We deployed hybrid learning and examination materials via mobile phones so that children can have access to learning materials that led to significantly improved educational outcomes. Because we knew that even though a child does not learn from technology, the WhatsApp teacher AI chatbot we developed helped teachers be better teachers. And even more important, it helped us as policymakers know what teachers needed help with the most. So the technology helped kids access more learning materials and also guided our teacher training curriculum. That's radical inclusion philosophy that I call Tequity. Technology must be used to drive equity, not serve as a source of widening inequity. About a year later, President Bio appointed me as the Minister of Basic and Senior Secondary Education in 2019. I met similar, if not bigger, resistance to change. We ask for change in education, but education is an area where the people do not want change often. And not all girls could access school. Pregnant girls and parent learners were banned by law. Kids with various disabilities and from poor backgrounds struggled to access and stay in school. When I first proposed the radical inclusion policy to ensure every learner was given the opportunity to access and stay in school no matter his or her background, and including pregnant girls, there was major resistance. Some said the system was not ready. Others said the culture wasn't ready. The rest of the story is in my book titled Radical Inclusion, which I published in 2023. But let me tell you something. Inclusion is not radical when it's easy. Inclusion becomes radical when it asks us to change what we have accepted as normal. So when we said pregnant girls must return to school, we were not only changing the policy, we were changing the system that had learned to punish vulnerability. And we didn't stop there. We ensured that those girls we supported went to the classrooms,
sat in the examination halls, sat by the door so that when they needed to use the facilities or get help during an examination, she could access those services more easily. When we said children with disabilities must learn with dignity, we were not only speaking about building ramps at the right angles. We were asking whether our classrooms, our teachers, our exams, our budgets, the data, and our attitudes were ready to recognize every child as he showed up, as she was present, as a full human. We changed examination rules and introduced Braille and support system for kids with visual impairment and other inabilities in our national transition exams. We built schools in every chiefdom and added 22,000 classrooms across the country. That was radical inclusion. And in this era of AI, radical inclusion becomes even more important. This is because AI will help us see children who are invisible in our systems, not just averages. It can help teachers reach learners who are falling behind. It will help our ministers know which schools need books, which children are absent, which communities are underserved and vulnerable to climate crisis, and which interventions are working even before the district education officers can tell us, if they tell us. But AI could also deepen exclusion. It could create one future for the connected child in a well-resourced urban classroom, and another for the rural child learning under difficult conditions. It could create one opportunity for the English-speaking learner and another for the child who best understands in Wolof, Creole, Swahili, or any other African language. If AI deepens those divides, then it is not innovation. It is exclusion, automated at scale. So our task is clear. AI must not be something that happens to Africa. AI must be something Africa shapes, governs, and uses to serve our people. Technology must be at the service of our people, not the other way around. And some people still question, why AI when there are still children out of school? Well, let me share some thoughts on this. For education, we must use AI to help more children learn and count earlier. We must use AI to help teachers prepare better lessons and guide students in class. And we must use AI to help head teachers support their schools and help policymakers act faster and governments deliver better services to all its citizens. This is not theory, as we've heard in conversations in this room. A few years ago, we introduced the concept of country as AI lab in Sierra Leone. And people thought we were crazy when President Bill launched the National Innovation and Digital Strategy in 2019. Yes, I was the Minister of Education and Chief Innovation Officer, so we focused heavily on education. Recently, we have seen those pay off. In rural Sierra Leone, our Ministry of Basic and Senior Secondary Education authorized a randomized control trial with Google DeepMind and Fab AI, who are in the room, tracking nearly 2,000 secondary school students across 12 schools. They developed a custom Socratic AI-guided learning model, which was integrated into teacher-led mathematics lessons. And what we are seeing was powerful. The AI did not simply give answers to questions. It asked students questions. It scaffolded. It protected critical thinking, all what we want to see in the classroom. In fact, it posed scaffolding questions in most of its messages and gave direct answers only rarely, about 2% of the time. It augmented the teacher. And for students with high usage,
The learning gains were equivalent to nearly 2 years or more of typical learning progress. This matters because we must shift the conversation away from whether AI will replace the teacher and towards whether and how it will be a tool to make teachers better at their work, truly focusing on what makes us human. An AI can help a student realize a trick in algebra, but they will not know whether the child is learning on a hungry stomach or comes from a home with domestic challenges. The teacher does. We also developed education digital information tools in Sierra Leone because sometimes exclusion, as Angie said, hides in averages, but it also hides in spreadsheets. If we do not know which school has no teacher, which districts are falling behind in reading, we will be guessing. And children cannot build their futures on our guesses. So we are currently working with platforms like SenseBoard, a local startup mapped to our national transition exam syllabi to identify students' conceptual weakness and support personalized revision. We are building Kuma, a natural language engine for local languages, Creole, Timini, Mende, and Limba, so that complex examination topics and technical curricula can be reinforced in a child's mother tongue. These are being built by young Sierra Leoneans. And here in Senegal, through Mamadou's work and everything we've been hearing from Arit's leadership and the ministry's leadership, you know how deeply important it is for children to learn in their mother tongue. Imagine a child struggling with mathematics, not because she lacks intelligence, but because the explanation is trapped in a foreign language that is not truly, fully hers. Now imagine an AI tool helping the teacher reinforce that concept in the child's own language. This is not technology. This is dignified learning. This is radical inclusion in an era of artificial intelligence. So when I think about unbounded potential of amplifying Mamadou's work, it is about combining the 35 years of data and research with AI. We went from a monolingual classroom to a bilingual classroom. And if we do this right, we can truly go to a multilingual classroom all across the continent. Africa's potential is not hidden. It is sitting in our classrooms. It is walking long distances to schools. It is the girl who returns to the classroom after childbirth. It is the child with disability who has been underestimated countless of times every day, but she still chooses to go to school the next day. It is in the rural learner who has talent, but yet don't have access to the same tools. Our work is not to discover Africa's potential. It is to unleash it. It is to get out of the way so it grows. You know, the African Union and many of our regional institutions have given us powerful regional and continental frames. A decade of accelerated action for transformation of education and skills development in Africa. Agenda 2063, AFCFTA. Those two, by the way, don't have the words artificial intelligence in them. But this cannot become a decade of just rewriting new policies and strategies or meetings about acceleration. We must learn. We must be intentional about inclusion. I see that many African countries want their own AI models. They want their own data centers. They want to build their own GPUs. They want to do everything that China is doing or America is doing. Why?
What makes us African, the beauty of what we have is in our diversity. I am because you are, Ubuntu. We must work together, share data amongst ourselves, and build powerful AI models that can serve all of our children because of our diversity. We must not only be asking about how many children are in school, how many teachers we're training. We must really equip those teachers with the right set of tools that will amplify their work. We must not only ask about AI, we must think about using AI to help the furthest child behind catch up. That's our test. Technology by itself will not save us. As I mentioned, the bias system automated is still biased, only at scale. So we must simplify before we digitize. We must include before we scale. A bad process digitized is still a bad process, only faster. We must protect our children. We must train our teachers. We must build local capacity. And we must make sure that AI is safe, accountable, explainable, and grounded in the realities of our classrooms. Ladies and gentlemen, I don't need to say this in this room, but Africa is not waiting to be saved. We are teaching, we are learning, we are innovating. From multilingual foundational learning here in Senegal to girls' education movements across the continent to AI-supported lesson preparation, the evidence is clear. Location is not a limitation. Innovation is not reserved for our capital cities. Excellence is not imported into Africa, it is cultivated. And we must be bold enough to move from these small islands of excellence, mine, to connected systems of excellence, ours. We must move from access to learning, learning to skills, skills to confidence, confidence to opportunity, opportunity to dignity for all. I want to deviate a bit and go back to the good old days when I was Minister of Education. You know, then COVID happened and we knew the world was not ready and was not going to meet its SDG 4 goals. We united behind education. We asked our governments to invest in education. We spoke about education everywhere, and the world listened to us. But it seems like today that's changed, and it worries me. There is absolutely no human development without education. There is no national economic transformation without an investment in education. The same energy, the same hunger, the same anger, the same passion that we had 5 years ago, I encourage all of us to go back and become those global advocates for education in our homes, our communities, our countries, and our regions. And let me say this, paying for school meals, raising teachers' salaries and training them, building classrooms, and the related lines in our education budgets is an investment in our children, and an investment in our future. An investment in education is the most sensible and appropriate thing to do for securing our future. So today, here in Dakar, I want to end by inviting all of us to choose education, choose dignity, choose hope, and I want to encourage you to also choose AI that accelerates learning and closes the inequality gap. Let us not choose inclusion as a slogan, but as the architecture of Africa's education future. Let us be radical about inclusion, if I must say. Because when the child who was once excluded learns, Africa learns. When the child with a disability is supported with dignity, we all become dignified. That is our duty, that is our opportunity, and that is our promise. And if we do it together, boldly, practically, radically, we will deliver on that promise. Thank you very much.
Thank you. Thank you very much, Dr. Senge. I believe that this keynote address has actually completely reflected the theme of this conference, Unleashing Africa's Potential, the role of education in the new era of development. And you've mentioned AI and technology as levers to do that. Thank you so much, Dr. Senge. Last but not least, pour nous lancer et nous ouvrir officiellement, je vais demander à Monsieur le ministre de l'Éducation nationale du Sénégal, Monsieur Moustapha Mamba Guirassy, de nous donner son discours et d'ouvrir officiellement les festivités qui nous permettront ensuite de passer à la suite de notre programme. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Docteur David Senge, Premier ministre et directeur de l'innovation de la Sierra Leone, et je lui disais tout à l'heure, Monsieur le Premier ministre, que j'étais curieux, mais je comprends mieux la connexion entre le Premier ministre, cette station, et l'innovation. C'est fort intéressant, je vois pourquoi vous avez beaucoup insisté d'ailleurs sur l'IA. Vous me permettrez aussi de saluer Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, mon doyen, Monsieur Mbaye Cham, Serigne Mbaye Cham, qui est là présent dans la salle, et représentant donc le GPE, le saluer pour ce qu'il a fait pour le ministère de l'Éducation nationale et actuellement qui nous aide beaucoup dans notre travail. Merci pour tout ce que vous avez bâti. Monsieur le fondateur du prix Yidan, Dr Charles Yen Yidan, Monsieur le représentant du ministre de l'Éducation nationale de la Mauritanie, Monsieur Oumar Soumaré, Monsieur le représentant du commissaire de l'Union africaine chargé de l'éducation, des sciences, des technologies, l'information, Monsieur Gaspard Bayang Kibomana, Monsieur le directeur général de l'ONG ARED, lauréat du prix Yidan 2026, Monsieur Amadouli, Monsieur le secrétaire exécutif de l'ADA, Monsieur Albert Zengiouva, cher docteur Obi Ezekwessil, chers amis, chères sœurs, ancienne ministre de l'Éducation du Nigeria et personnes ressources, mesdames et messieurs les représentants des organisations internationales, mesdames et messieurs les partenaires techniques et financiers. Chers chercheurs, éducateurs, partenaires et amis de l'éducation, c'est avec une profonde émotion et une immense fierté que le Sénégal vous accueille au nom du président de la République, ici aujourd'hui, pour la cérémonie et la grande conférence internationale donc de Yidan. Pour la première fois depuis sa création, cette grande rencontre mondiale se tient sur le continent africain. Ce choix honore notre pays, il honore l'Afrique. Mais il exprime surtout une conviction qui dépasse largement la géographie. Les grandes idées qui façonneront l'éducation du XXIe siècle doivent désormais naître du dialogue entre toutes les régions du monde. Elles ne peuvent plus être produites à partir d'un seul centre de réflexion. Elles doivent être nourries par la diversité des expériences humaines, des cultures, des langues et des histoires. Honorables invités, chers participants, libérer le potentiel de l'Afrique, le rôle de l'éducation dans une nouvelle ère de développement, cette conférence est au cœur des enjeux stratégiques de notre continent. Elle traduit une ambition forte, celle d'inscrire l'éducation au centre des dynamiques de développement durable et inclusif en Afrique. Mais je m'arrête là quelques secondes. Mon protocole me l'interdit souvent, ils me disent « reste focus sur ton discours ». Mais j'ai énormément de difficultés à rester focus sur le discours. Libérer le potentiel de l'Afrique.
j'aime bien le libellé parce qu'on parle de libération, donc du potentiel de l'Afrique. Et naturellement, on a évoqué la question des langues nationales, mais les langues nationales, au-delà des langues nationales, qu'y a-t-il au-delà des langues nationales? Est-ce qu'il s'agit de langues nationales par rapport à une idéologie, parler simplement de langue nationale, ou lorsqu'on met en avant les langues nationales, il s'agit tout simplement d'une question de performance scolaire? Peut-être les deux. Mais je pense qu'en parlant de langue nationale, il s'agit surtout de libérer l'enfant, de libérer la personne pour lui permettre de se connecter à son univers. Avec la langue nationale, il est un peu plus libre de se connecter aux cieux et à la terre. Avec les langues nationales, il se libère, il peut parler donc de l'océan, il peut parler de la ferme, il peut parler de l'agriculture, il peut, avec les langues nationales, avoir un peu plus de liberté de mouvement. Comme disait l'autre, pas de monument, mais de liberté de mouvement. Malheureusement, il me semble, c'est que nous sommes peut-être aussi, si on ne fait pas attention, en train d'enfermer cette dimension ou cette logique-là des langues nationales dans quelque chose qui risque d'être aussi de ressembler à des monuments. Perdre de vue en fait la réalité de la chose. Et j'aime bien évoquer l'exemple d'un illustre leader ici au Sénégal. J'inviterai donc ceux qui ne sont pas sénégalais ou africains peut-être de lire un peu plus sur le personnage. Il s'appelle Ahmadou Bamba Khadim Rassoul. Ce n'est pas le volet religieux que j'évoque ici, mais c'est le leadership donc de la personne et sa vision et ses rapports à l'éducation. Quand il est arrivé, et c'est aujourd'hui pour ceux Toc, toc. Oui, c'est revenu de mon côté, c'est revenu de votre côté. C'est peut-être l'esprit que vous avez invoqué qui est en train de vous parler. Alors c'est intéressant, et je parle sous le contrôle de M. le ministre ici présent et des acteurs, des chercheurs ici présents aussi. Vous savez, parler des langues nationales au Sénégal, il faut remonter très loin. Il faut connecter la question au Dara. Les Dara, c'était comme des madrasas, c'était des institutions sociales. Et c'est plusieurs siècles avant donc les résistances, le type de résistance politique que nous connaissons, que nous avons connu depuis les années 60, etc. Les Dara, à travers les Dara, c'était des institutions sociales qui, très tôt, ont porté la question des langues. Et ces grands leaders qui ont façonné donc le continent sur des siècles, même s'ils s'appuyaient donc sur d'autres écrits, dans d'autres langues, notamment l'arabe, ils ont mis en avant donc les langues nationales pour accompagner le développement des communautés, éduquer donc le continent, éduquer donc les enfants donc de l'Afrique. Et c'est comme ça que nous avons connu des héros partout, de grands leaders qui ont façonné cette Afrique. Et lorsque le colon est arrivé, là où il fallait mettre le doigt pour casser cette dynamique, c'était essentiellement par rapport justement à ces institutions sociales, qui étaient les premières à éduquer. Et une Afrique qui était bien éduquée, et une Afrique qui participait activement et qui produisait. Il y a une communauté qui n'est pas loin, donc vers le nord, qui s'appelait le Tekrour. Il y a certains qui, même du côté de l'Europe ou certaines zones, donc en Afrique, pour être ou avoir un diplôme qui avait du prestige et qui comptait, il fallait absolument dire que ce diplôme était connecté donc au Tekrour. Tellement le rayonnement était puissant
Mais tout cela parce que justement, il y avait une appropriation, une endogénéisation de l'éducation. Et là, avec la colonisation, on a cassé cette dynamique. Et finalement, Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, ici présent, et d'autres, et moi-même, et avec aujourd'hui les instructions du chef de l'État, c'est la réintégration de ces daara, leur redonner donc leur place dans le système éducatif, parce que justement, on les avait exclus, et c'est l'essentiel des enfants. Et en excluant justement cette communauté, on empêchait justement ces enfants de se connecter simplement et de pouvoir libérer le potentiel. Il y a cette déconnexion. Beaucoup d'écoles, beaucoup d'universités, entre 1960 par exemple et aujourd'hui, et malheureusement en termes d'impact, presque zéro. Ceux qui impactent, ceux qui innovent, très souvent les innovations nous viennent d'ailleurs. Très rarement, très peu d'innovations venues de nos écoles, de nos chercheurs, de nos universités pour impacter et changer la donne. Alors, j'insiste sur la question des langues. C'est une question fondamentale que je connecte à la question de la liberté. Libérer le potentiel veut dire être libre. Libre de penser. Et la preuve, encore une fois. Et je parlais de Khadimou Rassoul. Quand il est arrivé, il était bien suivi donc en tant que guide pour des instructions, pour orienter des communautés, pour changer la donne, pour résister. Et il a demandé à ses disciples, ceux parmi vous qui sont là pour une instruction ou pour des instructions, je vous libère à partir d'aujourd'hui. Vous avez la latitude d'aller vers d'autres instructeurs parce que des écoles, il y en a beaucoup. Mais ceux qui partagent avec moi une même vision, eux, ils peuvent rester avec moi, continuer donc le chemin. Et quelqu'un l'a dit tout à l'heure, il y a une différence entre école et apprentissage. École et éducation. Il s'agissait d'éducation. Et cette liberté que cet Africain a eue, de dire je vois autrement l'éducation, autrement l'apprentissage, et en mettant en avant des dimensions comme la tarbiya, qui aujourd'hui manquent terriblement dans nos systèmes éducatifs. Résilience, endurance, discipline, générosité. C'est ce qui manque. Plus que l'IA, c'est ce qui manque. Plus que la technologie, c'est ce qui manque plus que tout. Parce que c'est ce qui porte la chose. Internet, j'ai l'habitude de le dire, avant d'être une technologie, c'est d'abord une vision. La transparence, une générosité, de l'inclusion, de la performance. Il a fallu d'abord une vision et après on mobilise tout ce qui est nécessaire pour impacter, changer la donne et ça a donné ce que ça a donné aujourd'hui. J'insiste donc sur les langues et je termine là-dessus. Pour dire que les langues nationales sont importantes, mais attention, faisons comme Cheikh Ahmad Bamba et d'autres. Il n'est pas le seul. En disant, ceux qui sont juste pour la répétition des monuments, non. Mais ceux qui sont pour le mouvement, c'est-à-dire la finalité, ceux qui sont pour une vision commune, partagée, oui, absolument, allons-y ensemble. Donc, langue nationale, pourquoi? Éducation, pourquoi? Nos écoles, pourquoi? Et c'est là où suffisamment on ne s'est pas encore entendu. Il faudrait une vision commune du type de citoyen que nous voulons bâtir. Et ce qui manque, et je vous assure, en tout cas ici au Sénégal, ce qui manque le plus, c'est l'éthique. Ce qui manque le plus, c'est la discipline. Ce qui manque le plus, c'est l'effort, la résilience et la liberté. J'énumérerai encore beaucoup d'éléments qui manquent, mais sur 10 éléments qui manquent, les 9 sont d'ordre éminemment donc humain. Ce thème, donc, il est important. Et son organisation, cette conférence intervient donc dans un contexte qui est en même temps marqué par une croissance démographique qui est rapide, une jeunesse dynamique qui constitue à la fois une opportunité, mais aussi une menace.
À cet égard, l'éducation apparaît non seulement comme un droit fondamental, mais également comme le socle sur lequel reposent les transformations structurelles attendues dans les domaines de l'économie, de l'emploi, de la santé et du climat. Ces rencontres s'inscrivent ainsi pleinement dans les priorités continentales, notamment la décennie d'action accélérée pour l'éducation et la stratégie continentale pour l'éducation en Afrique, traduisant une convergence de vision autour de la nécessité d'investir dans des systèmes éducatifs résilients, inclusifs et performants. Mesdames et messieurs, au cœur de nos réflexions se trouve une question essentielle. Nous l'avons dit, naturellement, la langue d'enseignement et son impact sur les apprentissages. En effet, plusieurs expériences ont confirmé que l'apprentissage dans les langues que les enfants comprennent constitue une condition déterminante de leur réussite, en renforçant leur engagement, leur confiance et leur capacité à relier les savoirs à leur vécu. Cette conviction rejoint les orientations portées depuis plusieurs années par les systèmes éducatifs africains, fondés sur la promotion des modèles bilingues, articulant langue nationale et langue internationale. Dans cette perspective, l'enseignement bilingue ne constitue pas seulement une option pédagogique. Il s'agit d'un choix stratégique et politique, porteur d'un projet de société visant à bâtir une école plus équitable, plus efficace et mieux ancrée dans nos réalités socioculturelles. Mesdames, Messieurs, votre présence est pour nous un honneur. Pour le Sénégal, un honneur, mais elle est aussi une responsabilité. Car accueillir une conférence comme celle-ci ne consiste pas seulement à recevoir des invités prestigieux, c'est accepter de participer à une conversation mondiale sur l'avenir de l'humanité. Mais avant d'aller plus loin, permettez-moi d'adresser nos remerciements les plus sincères à la Fondation Yidan. Vous avez été très généreux. Très généreux. Et pour vous dire que nous ne sommes pas suffisamment libres. Je disais d'ailleurs il y a quelques jours à M. Ly que le Sénégal est en train de travailler, nous le ferons avec vous et avec d'autres partenaires. Et tout à l'heure, je devrais être dans une rencontre avec GPE pour peut-être porter ensemble un grand sommet africain qui s'appellera Arise. C'est Yidan, quelle générosité, quelle dignité et quel respect pour l'humanité. Venu de Hong Kong, vous pensez à l'enfant africain et vous voilà ici aujourd'hui pour parler d'éducation. Il est quand même temps, grandement temps, que ce genre de sommet puisse aussi être réalisé à une échelle continentale et porté par des Africains. Des prix portés par des Africains, accompagnés en cela par les partenaires techniques et financiers, pour donner des prix à des villes qui encouragent et qui donnent une priorité à l'éducation. Pour donner des prix à des citoyens qui sont dans l'innovation. Pour donner des prix à des communautés, à des associations qui s'impliquent. Je pense qu'il est largement temps, et tout cela est une question encore de liberté. Vous savez, ce sont de petites choses, mais de petites choses qui expliquent une dépendance. Libérer le potentiel veut dire aussi penser par nous et aller, parce que dans nos écoles, ici au Sénégal, je vois en fait, ceux qui aiment l'éducation, généralement ils ne sont pas dans les bureaux. Ils ont un petit seau de peinture, ils sont dans les écoles en train de peindre les murs des écoles, en train de recycler, de faire des tables bancs, avec zéro moyen, avec de maigres ressources. Mais ils ont du respect pour l'enfant et ils se battent pour l'éducation. Et c'est comme cela, ensemble, et si nous valorisons, j'ai été aussi le prix WISE, donc au Qatar. On voit en fait comment ce pays est en train de se mobiliser et de mobiliser en fait toute la communauté autour de l'éducation, en mettant en avant des prix comme aujourd'hui le prix que nous célébrons ici et cette conférence-là.
Merci beaucoup pour votre engagement constant. Vous avez démontré qu'une fondation pouvait devenir un acteur majeur de la transformation de l'éducation mondiale. Le prix Yidan est aujourd'hui bien davantage qu'une distinction prestigieuse. Il est devenu un espace où les meilleures idées se rencontrent, où les innovations se partagent et où l'espérance éducative trouve un langage universel. Mais je voudrais également saluer avec une émotion particulière M. Mamadou Amadou Ly, président de l'ARED. Cher M. Ly, votre distinction constitue une immense fierté pour le Sénégal. Mais elle dépasse largement les frontières de notre pays. En vous décernant le prix Yidan, la communauté internationale n'a pas seulement récompensé un parcours exceptionnel, elle a reconnu une vision. Elle a reconnu qu'il est possible de bâtir une éducation d'excellence en faisant confiance aux langues africaines, en valorisant les cultures locales et en donnant à chaque enfant la possibilité d'apprendre dans la langue qui lui permet de comprendre le monde avant de le transformer. À travers vous, c'est l'ensemble des équipes de l'ARED qui est honoré. À travers vous, ce sont des milliers d'enseignants, de chercheurs, de communautés et de familles qui voient leurs efforts enfin reconnus. À travers vous, enfin, le monde adresse un message fort à l'Afrique. Les innovations éducatives ne viennent pas seulement vers l'Afrique, elles viennent aussi de l'Afrique. Mesdames et messieurs, nous vivons une époque extraordinaire. Jamais l'humanité n'a produit autant de connaissances. Jamais les progrès scientifiques n'ont été aussi rapides. Jamais les technologies n'ont autant transformé notre manière de communiquer, de travailler, de créer et d'apprendre. Et pourtant, jamais les interrogations sur l'avenir de l'éducation n'ont été aussi profondes. Les crises climatiques, les fractures sociales, les mutations démographiques, les conflits, les transformations du marché du travail, les bouleversements numériques, l'intelligence artificielle, tout semble nous rappeler que nous sommes entrés dans une nouvelle époque. Nous ne faisons plus face à quelques défis supplémentaires, nous faisons face à une véritable mutation de civilisation. Dans ce contexte, une question essentielle s'impose à chacun de nous. Comment préparer les enfants d'aujourd'hui à vivre dans un monde que personne ne peut encore décrire avec certitude? Je me souviens des années 93 ou 92 au Canada, dans un de mes cours, il y avait un cours qui était intitulé « Le management des incertitudes ». Le management des incertitudes. Il y a quelques semaines, c'était une rencontre aussi sur la question des incertitudes. Donc, comment, face à ces incertitudes, réussir l'éducation de nos enfants? Comment transmettre des savoirs lorsque les connaissances sont accessibles instantanément depuis un téléphone? Comment apprendre à penser lorsque les machines apprennent elles-mêmes? Ces questions ne concernent pas uniquement les ministères de l'éducation, elles concernent nos sociétés tout entières. C'est précisément la réflexion que le Sénégal a choisi d'engager. Sous l'impulsion du président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, notre pays a entrepris une refondation profonde de son système éducatif. Nous ne voulons pas simplement améliorer une réforme, nous voulons repenser le rôle de l'éducation dans le développement de notre nation. Le rôle de l'éducation dans le développement de notre nation. Et je taquinais l'autre fois, je dis, je vais changer même la plaque qui annonce donc le ministère de l'Éducation nationale en le changeant, en mettant à la place ministère de l'Agriculture. Oui, le secteur agricole ne pourra pas changer sans le ministère de l'Éducation nationale. La balance commerciale ne pourra pas être impactée sans le ministère de l'Éducation nationale. Nous avons autour du ministère de l'Éducation nationale environ 60% de la population du Sénégal. Enseignants, parents, compris ceux qui sont donc dans le formel et le non formel. Si je veux changer les habitudes alimentaires, il me faut tout simplement mettre en avant une politique de nutrition, une politique d'alimentation scolaire.
je touche instantanément 60% de ma population. Et j'impacte tout de suite, immédiatement, la balance commerciale. Si je veux complètement aller dans une logique d'économie sociale et solidaire, il me suffit simplement de promouvoir l'alimentation scolaire. J'implique immédiatement les femmes, l'agriculture, la transformation des produits. J'améliore la santé des enfants. Je touche donc à la santé. L'impact, il est là en agissant donc sur l'école. Mais nos rapports à l'école doivent absolument changer. Et là, nous sommes tous interpellés. Nos gouvernements, nos États sont interpellés. Libérer le potentiel aussi, puisque nous parlons de libération de potentiel, c'est cesser et d'arrêter en fait de cloisonner donc le ministère de l'Éducation nationale. Et c'est le seul ministère dans plusieurs pays qui a le qualificatif national. On dit enseignement supérieur, formation professionnelle, mais ministère de l'Éducation nationale. Nos rapports à l'éducation nationale ne doivent pas être des rapports à l'école. C'est des rapports à la transformation de toute une nation. Et aucune transformation systémique si ça ne passe pas par l'éducation. Et vous l'avez démontré dans les pays asiatiques. Mais il faut que ce soit systémique. Il faut que ce soit systémique. Mais le problème, ce sont les indicateurs. On aura peut-être l'occasion un jour donc d'approfondir. Et pendant longtemps, nous avons donc choisi une conviction simple. L'éducation ne peut plus être considérée comme la seule responsabilité de l'école. Elle doit devenir la responsabilité de toute la société. C'est cette ambition que nous appelons ici la société éducative. Passer d'un système éducatif à une société éducative. Cette expression est simple, mais elle porte une profonde transformation. Pendant longtemps, nous avons pensé que l'école était presque l'unique lieu où s'apprenait le savoir. Aujourd'hui, les enfants apprennent partout. Ils apprennent dans leur famille, ils apprennent dans leur quartier, ils apprennent dans les médias, ils apprennent sur les plateformes numériques. Ils apprennent auprès des artistes, ils apprennent auprès des sportifs. Ils apprennent auprès des leaders religieux, ils apprennent dans leurs entreprises. Ils apprennent auprès des intelligences artificielles qui répondent désormais à leurs questions avec une rapidité impressionnante. L'école ne perd pas pour autant son importance, au contraire, son rôle devient encore plus essentiel. Parce que dans un univers où l'information est partout, l'école demeure le lieu où l'on apprend à comprendre, à discerner, à dialoguer, à exercer son esprit critique, à respecter l'autre et à construire le bien commun. Former un élève ne consiste plus seulement à transmettre des connaissances. Former un élève consiste désormais à former une intelligence libre, une conscience éclairée et une responsabilité citoyenne. Voilà pourquoi nous pensons que le XXIe siècle appelle un changement profond de regard. La société éducative signifie une chose très simple. L'éducation cesse d'être la seule responsabilité du ministère de l'Éducation. Elle devient la responsabilité de toute la nation. Chaque ministère, chaque collectivité territoriale, chaque entreprise, chaque université, chaque média, chaque famille, chaque association, chaque communauté, chacun devient acteur de l'éducation. Car une société éduque autant par ses institutions que par ses comportements. Elle éduque par les valeurs qu'elle récompense. Elle éduque par les exemples qu'elle donne. Elle éduque par la manière dont elle traite ses enfants, ses enseignants, ses chercheurs et sa jeunesse. C'est cette responsabilité collective que nous voulons construire. Nous croyons profondément que l'avenir de l'école dépend aussi de l'avenir de la société qui l'entoure. Nous croyons que la réussite éducative n'est jamais seulement une affaire de programme ou d'infrastructure. Elle est aussi une affaire de confiance, de culture, de responsabilité partagée et d'engagement collectif. L'intelligence artificielle renforce encore cette conviction. Nous ne devons pas craindre cette révolution. Nous devons la comprendre. Elle ne remplace pas l'éducation, vous l'avez dit. Mais la question devient, quelle qualité profondément humaine voulons-nous développer chez les générations qui viennent? Notre réponse est claire. Le discernement, la créativité, la curiosité, l'éthique, la coopération, l'empathie,
le sens des responsabilités. Et c'est ce qui manque dans nos pays. C'est ce qui manque dans nos pays. L'empathie, la créativité, la liberté, le sens de la responsabilité. Aucune technologie ne pourra remplacer ces dimensions essentielles de l'être humain. Mesdames, Messieurs, l'Afrique ne vient pas à cette conférence comme un continent en attente de solutions. Elle vient comme un partenaire de la réflexion mondiale. Pendant longtemps, notre continent a été regardé comme un espace où l'on expérimentait des politiques conçues ailleurs. Aujourd'hui, il entend être également un espace où se produisent des idées capables d'inspirer le reste du monde. Notre expérience de la solidarité, notre richesse linguistique, nos traditions de transmission intergénérationnelle, notre capacité à faire dialoguer les savoirs traditionnels et les connaissances scientifiques, tout cela constitue une contribution que nous souhaitons partager avec la communauté internationale. Le monde n'a pas besoin d'une éducation uniforme, il a besoin d'une éducation universelle. Et l'universel ne consiste jamais à effacer les différences, il consiste à les faire dialoguer. Depuis Dakar, nous souhaitons donc lancer un appel à bâtir une véritable alliance mondiale des sociétés éducatives. Une alliance où chaque pays apporte non seulement ses technologies, mais aussi ses expériences, ses cultures, ses langues, ses réussites, ses questionnements et son espérance. Car aucun pays ne possède seul toutes les réponses. Mais ensemble, nous pouvons construire les réponses plus justes, plus humaines et plus durables. Mesdames, Messieurs, le Sénégal est convaincu que l'éducation demeure le plus puissant investissement qu'une nation puisse faire pour son avenir. Elle est le fondement de la souveraineté. Elle est le moteur de développement. Elle est la meilleure protection contre les fractures sociales. Elle est la condition de la paix. Elle est la plus belle promesse faite à une jeunesse. Permettez-moi donc de conclure par une conviction simple. Nous avons longtemps pensé que l'avenir de l'éducation dépendait uniquement de la qualité de nos écoles. Nous découvrons aujourd'hui qu'il dépend tout autant de la qualité de nos sociétés. Car une nation qui veut former des citoyens responsables doit elle-même devenir éducatrice. Une nation qui veut transmettre des valeurs doit les incarner. Une nation qui veut préparer l'avenir doit apprendre à éduquer bien au-delà des murs de l'école. Au XXe siècle, nous avons construit des systèmes éducatifs. Au XXe siècle plutôt. Au XXIe siècle, nous devons construire des sociétés éducatives. Voilà le message que le Sénégal est venu partager avec le monde depuis Dakar. Je vous remercie et je déclare ouvert, même si hier vous étiez déjà avec Daradji, je déclare encore ouvert donc la grande rencontre de Yidan ici à Dakar. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur.